Alors maintenant, on va parler du traitement médical de la pubalgie, donc tout ce qu'il y a à faire avant la chirurgie. Alors c'est toujours pareil, la pubalgie, traitement rééducatif, tout le monde le sait. Oui, mais traitement rééducatif, c'est comme tout le reste. Vous ne pouvez pas envoyer les gens chez le kiné s'ils ont des douleurs au moindre mouvement. Donc vous devez traiter la douleur. Traiter la douleur, c'est déjà le repos. Repos strict si vous avez des lésions aiguës des adducteurs, une forme symphysaire hyperalgique, une déchirure de paroi, il faut le temps que ça cicatrise. Il faut au moins que les gens soient capables de tourner les pédales d'un vélo sans trop de douleur, parce que sinon, c'est pas la peine d'aller chez le kiné, il ne fera rien d'intéressant, à part vous mettre de la glace et faire un peu des ultrasons, des choses qui ne servent à rien, il n'y aura pas d'effet. Vous pouvez prescrire des anti-inflammatoires, sachant qu'en aigu, ça ralentit la cicatrisation, mais c'est quand même efficace. Vous pouvez prescrire des corticoïdes péros, moi je ne le fais jamais, mais certains le font. Il n'y a aucune étude qui le valide. Vous pouvez prescrire des antalgiques et faire de la mésothérapie. Là, pour le coup, ça peut être intéressant parce que c'est des petites doses. Vous pouvez faire de la cryothérapie aussi sur les lésions aiguës, c'est tout à fait intéressant. Et puis, ne pas hésiter à réévaluer le patient à distance de la prise de médicaments. Alors, pas pendant, évidemment, parce que si vous le mettez sous anti-inflammatoire, antalgique, etc., oui, le lendemain, il a plus mal, enfin beaucoup moins mal, mais c'est pas le but. Le but, c'est de voir quand vous arrêtez, est-ce qu'il a encore mal, parce que dans ces conditions, vous pourrez enfin commencer la kiné comme il faut. Le repos doit être adapté et le protocole sera progressif. Quand la phase aiguë commence à traîner un peu, c'est là qu'on pourra avoir accès à tout un tas de thérapies non validées. Le T-CAR thérapie, donc vous savez, c'est le fer à repasser des kinés. Le laser, pourquoi pas. Mais on pourra aussi avoir, sur une forme symphysaire vraiment hyperalgique, une infiltration de corticoïdes. 20% d'échec, oui, mais 80% de réussite. Donc ça marche fort bien. Et puis le PRP, il y a des gens qui mettent du PRP partout, j'ai pas vu trop d'études, mais pourquoi pas, ça peut se faire. Le long adducteur, quand ça traîne un petit peu, moi je fais beaucoup d'ondes de choc là-dessus et ça marche fort bien. Évidemment, la mésothérapie aussi, c'est tout à fait intéressant. Les corticoïdes, oui, pourquoi pas. Une infiltration en superficie du tendon, oui. Mais vérifiez quand même là pour le coup qu'il n'y a pas un signe de la seconde forme, parce que si le tendon aux adducteurs il est en train de lâcher doucement, vous risquez d'aggraver un petit peu. Alors vous me direz, oui, c'est pas grave, parce que le chirurgien à la fin, quand il y va, il coupe tout. Enfin bon, en attendant que ça lâche, ça fait mal. Et puis certains, là encore, s'ils voient des fissures tendineuses, mettre du PRP, moi, à ce moment-là, je n'en fais pas. Alors, le niveau de preuve, il est limité, de la physiothérapie, mais il y a quand même une bonne tolérance. Les infiltrations éco-guidées, c'est en deuxième ligne. Et le PRP, c'est données émergentes, mais enfin, à chaque fois, on vous présente une série de cas en disant ça a marché, mais si on avait fait du placebo, ça aurait peut-être marché aussi bien, donc difficile de vous dire dans la pubalgie, même si je suis un fervent partisan du PRP. Alors la phase de rééducation, ça c'est l'essentiel, ça c'est la base. C'est la stabilisation lombopelvienne et les assouplissements. C'est le core stability si vous voulez dire la même chose que les Français mais en anglais. La reprogrammation abdominodiaphragmatique, du travail des transverses, du périnée, du multifidus, bref, c'est du pilate quoi. C'est du pilate mais pour les sportifs. Vous ferez la mobilité articulaire en redonnant la souplesse à la hanche, au sacro-iliaque, au rachis, des levées de tension musculaire, donc ça veut dire médecine manuelle, ça veut dire que le kiné touche les patients. Il y en a encore qui touchent. Faire du stretching, des adducteurs, du psoas, des pelvic rock. Et puis, il y a tout un tas de protocoles de reprogrammation, etc., qui ont été publiés, comme le Poto-Ronto, qui est le plus ancien, le plus connu, et il y en a d'autres qui apparaissent. Donc voilà, par exemple ici, travail des rotateurs externes de hanche profonds en position assise, en position debout, vous voyez, tous les pelvic rock-antériens. Voilà, un travail des élastiques. Alors, vous voyez, il n'y a pas besoin il suffit d'avoir un kiné avec quelques élastiques et de la bonne volonté, et ça marche super bien, pas besoin d'avoir des appareils compliqués et sophistiqués. Travail en rotation interne, en rotation externe, sur les différents modes, en progressant de concentrique vers l'excentrique. Alors, rééducation ciblée, anthésopathie des adducteurs, donc onde de choc, travail excentrique, travail statique, assez classique. Les lésions pariétales, on pourra faire des soins manuels, du travail du transverse, mais enfin honnêtement, quand il y a une hernie inguinale, même pas assez peu marquée ou une hernie crurale, c'est pas le kiné qui va le guérir, c'est le chirurgien. Vous pouvez faire ce que vous voulez, en général, ça fonctionne pas. Et la symphyse, alors oui, travail en mobilité des hanches, travail en course interne des droits, mais là aussi une petite infiltration quand même, un peu de mésothérapie, alors là ça vous débloque des situations illico presto. Bref, une approche segmentaire et individualisée. Pensez au diagnostic différentiel, le syndrome de la jonction thoracolombaire de Meigne, les lésions du psoas, parce que quand même parfois on se fait avoir, donc faut les rechercher systématiquement, et les conflits de hanches, tout ça faut les chercher. Il y a des adjuvants utiles aussi, le shorty strap par exemple, c'est une espèce de short de sport avec des straps croisés. Alors ça paraît tout bête comme ça, mais ça marche quand même fort bien. Et puis alors moi j'apprécie beaucoup. Regarde bien John. Moi j'aime beaucoup parce que c'est quand même la seule boîte qui rembourse le sportif s'il n'est pas content 15 jours plus tard. Et ça c'est quand même bien. Et puis vous avez la toxine botulique. Alors là, est-ce qu'il faut fragiliser des muscles chez les sportifs, les footballeurs ou les rugbyman, je ne suis pas sûr. Mais enfin bref, on peut mettre de la toxine dans le long adducteur, notamment le pectiné. Ça a un effet ténotomie light pour 3 mois et ça met le patient au repos forcé pour ceux qui ne veulent pas s'arrêter.
Alors le haut niveau, ben, c'est simple, hein. Vous avez le joueur apte, ben, lui il va reprendre progressivement, il faudra bien dire au préparateur physique de ne pas s'exciter sur le sportif, hein, d'abord avant de faire des changements de direction en sautant d'un plot à l'autre, de commencer par du travail en ligne et de la reprogrammation progressive et à insister plus sur le core training que sur les changements de direction globalement. Et le joueur inapte, ben, c'est simple, il va falloir négocier avec l'entraîneur l'arrêt des matchs. Et l'arrêt des matchs plus ou moins prolongé quand même. Le maintien de la condition physique, ben, on le fait autrement. Et puis on pourra faire de l'imagerie mentale pour tous les sports à composante technico-tactique. L'imagerie mentale marche presque aussi bien que l'entraînement sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment un outil extrêmement puissant à manier. Alors maintenant, on va vous montrer ce qu'on fait à Clairefontaine. C'est une vidéo que vous trouverez facilement sur YouTube et qui est vraiment intéressante. Moi, pour les patients qui évoluent pas, je leur dis, je leur envoie le lien de la vidéo pour qu'ils voient ce que c'est que la vraie bonne kiné. Comme ça, ils ont une idée. Alors évidemment, ils ne pourront pas tout faire chez eux, hein. Mais quand même, entre ça et puis des appareils d'ultrasons et un peu de massage et c'est tout, c'est quand même autre chose. Voilà, donc travail du transverse, voilà, hein, ça c'est du pilate pour sportifs. On apprend la respiration abdomino-diaphragmatique. Voilà, donc le travail, la respiration diaphragmatique, le travail du transverse. On demande aux patients de plaquer les lombaires, d'aspirer le nombril, de contracter un peu le périnée. Donc apprentissage de la mobilité du bassin sur ballon. Hein, c'est pas voilà, le bassin, il n'y a pas que les hanches qui bougent. Hein, le bassin aussi il peut bouger, donc il faut l'apprendre aux sportifs dans tous les sens, antéro-postérieur, etc. Donc ça c'est vraiment intéressant. En position assise d'abord parce qu'il fait rouler le ballon sous les fesses, donc le sujet comprend un peu ce qui se passe comme ça. Puis après en position debout. Donc là c'est pour récupérer de la mobilité de hanche. Donc on fait rouler le ballon de Klein sous le pied. Donc là, je peux vous dire qu'il y a des sportifs, le ballon, il ne roule pas du tout, hein. Il est bloqué sur l'intérieur, il n'ira pas bien loin sur le côté, hein. Pas mal de sportifs qui n'ont aucune rotation interne, mais parce qu'ils ont d'autres problèmes de hanche aussi, mais c'est bien de les avoir dépistés. Donc voilà, travail des rotateurs et des abducteurs sur une machine de musculation, soit élastique, soit ici une poulie reliée à un câble un peu long. En concentrique, puis en excentrique. Là, ici, travail des adducteurs en excentrique doux, contrôlé, progressif, extrêmement lent, et avec le bassin qui reste bien fixe. L'idée du core training, elle doit être permanente, hein, c'est-à-dire la stabilisation lombo-pelvienne, il faut leur rappeler sans cesse. Voilà, travail de dissociation des mi-bassins, donc là pareil, hein, on lui apprend là pour le coup en charge sur une jambe à descendre le bassin homo-latéral, puis le remonter, vous voyez, donc apprendre à contracter les transverses, le carré des lombes, etc. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant et qui n'est pas travaillé habituellement, si vous voulez, quoi. Bon, voilà le rameur, hein, comment l'utiliser d'une autre façon, hein, travail des adducteurs. Donc là, il faut y aller mollo quand même, parce qu'il y a moyen de se faire mal aussi, bien sûr. Donc, vous pouvez mettre une cale sur le rameur au départ, hein, pour éviter que le sujet parte en grand écart. Quand on est plus aventurier, voilà, là, vous voyez, ils ont mis un petit haltère quand même pour bloquer, mais voilà. Le travail excentrique des abdominaux, ça c'est tout à fait intéressant, parce que souvent les gens, ils font les abdominaux à la Rocky Balboa, hein, vous savez, toujours en crunch complet, et là, voilà, en position d'étirement, c'est intéressant, parce que dans les mouvements sportifs, il y a beaucoup d'étirements, hein. Et vous voyez qu'en même temps, il serre un ballon entre les genoux pour travailler un petit peu les adducteurs dans le même temps. Bon, le travail de squat assez classique, ici en squat grenouille. Je crois que c'est un autre nom d'ailleurs, squat grenouille. Sumo squat. L'autre protocole de Pau Toronto, donc là c'est beaucoup de travail d'équilibre sur un pied, et là en fait le sujet il est retenu à une poulie, et il maintient une bonne stabilité. Vous voyez que les épaules ne bougent pas, le bassin ne bouge pas, il est parfaitement stable, et ça c'est tout à fait intéressant. Et là, il n'est pas question de laisser le sportif dans son coin devant son miroir, hein. Faut que le kiné il lui montre et puis qu'il le corrige, hein, parce que sinon très vite le sportif après il shoot dans le truc, hein. Il ne va pas du tout faire un mouvement long et contrôlé pendant 4 secondes, hein. Vous savez comment ils sont les sportifs, hein. Voilà, là avec des bandes, donc les adducteurs. Donc ça mine de rien, alors si vous tenez à l'espalier c'est facile, si vous ne tenez pas c'est compliqué. Alors ça le flow in c'est intéressant, ma femme elle a acheté ça, c'est pas mal. Là, vous faites en gros du patin à glace mais sans glace, hein, voilà, et ça glisse pas mal, et pour travailler les adducteurs sur des mouvements fonctionnels c'est bien. En rathlétisation notamment, enfin bon, fin de rééducation.
travail isométrique des adducteurs et des abdos en même temps, dissociation de l'hémibassin tout en travaillant les abdos. Donc voilà, ça c'est les abdos intelligents. Voilà, travail sur un bosu, l'autre, vous voyez, on multiplie les plans instables. En multipliant les plans instables, on a un travail qui devient vraiment difficile et intéressant. Voilà, donc là pareil, il serre les adducteurs légèrement, hein, mais voilà, et en même temps, il fait une dissociation du bassin. Donc là, on se rapproche petit à petit du geste sportif, en dissociation des ceintures, qu'on retrouve finalement dans la majorité des sports. Même en ski alpin, vous avez des mouvements de dissociation des ceintures. Hein. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, voilà, c'est ça, c'est la prévention. Moi, je m'occupe d'une équipe de hockeyeurs pro. Quand je suis arrivé, j'avais quelques pubalgies chaque année. Puis alors, en général, quand on les avait en début de saison, c'était bon, on les avait pour toute la saison. Hein. Ça durait 4-5 mois, on se la coltinait. Et puis, on a eu une équipe de kinés qui se sont mis à faire de la prévention, à dépister les gens dès la visite médicale et à faire des exercices de prévention. Depuis plusieurs années, je ne vois plus une seule pubalgie en hockeyeur professionnel. Hein. Plus une seule. Donc ça, c'est quand même fort. Alors, la prévention, c'est quoi? Alors, c'est déjà identifier les facteurs de risque. Celui qui a des antécédents de pubalgie, celui-là, il a beaucoup plus de chances d'en faire. Le sportif de haut niveau aussi, c'est connu. Le déficit de force des muscles adducteurs, qu'il soit absolu ou relatif, mais là, comme il n'y a pas de norme à ma connaissance dans la littérature, c'est compliqué de le juger, parce qu'en général, ils sont quand même assez costauds. En revanche, la faiblesse des muscles du tronc versus les adducteurs, les adducteurs, on a peut-être du mal à les tester sur le plan de la force. En revanche, la faiblesse des muscles du tronc, il suffit de faire du gainage chronométré. Ça, le préparateur physique, il vous le fait très bien. Vous lui demandez des valeurs et il vous donnera. Aussi, les ratios adducteurs-abducteurs. Quand il y a un ratio de moins de 80%, le risque est multiplié par 17. Donc, c'est quand même intéressant de le faire. Ça se fait à la main avec un petit appareil, un petit tensiomètre. Un tensiomètre, un appareil de mesure de la tension qu'on exerce, ça ne coûte rien du tout, ça. Et vous le faites au cabinet de façon très simple. Le squeeze test des adducteurs, celui qu'on a vu tout à l'heure, douloureux. Donc s'ils ont mal, c'est pas normal. Et s'ils ne peuvent pas serrer plus de 225 mm de mercure sur le brassard gonflé, le risque est multiplié par 4. Donc ça, pareil, facile à dépister au cabinet. La manque de rotation interne de hanche, ça aussi, on le voit facilement. Les capacités de gainage, c'est plutôt le préparateur physique qui vous le donnera, sauf si vous avez beaucoup de temps. Le manque de préparation physique, ça, chez les pros en général, c'est pas trop le cas. Encore que moi, souvent, les gars, je les vois arriver quand la saison est finie au mois d'avril, fin mars, parfois début mars, quand on perd tout. Hein. Ils partent en 3 mois, 4 mois de vacances, certains ne font rien, mais rien du tout. Hein. C'est vacances complètes. Et puis d'un coup, ils arrivent au mois de juillet, et là, c'est parti, le préparateur physique leur tombe dessus, et là, c'est la préparation olympique, là, tout de suite. Et donc, en fait, on en plie quelques-uns dès la préparation physique, quoi. Alors, vous pouvez faire aussi des questionnaires, le Copenhagen Hip and Groin Outcome Score, qui permet de voir, c'est un questionnaire fonctionnel, mais vous voyez déjà si le patient se plaint de petites choses qui ne vous dira pas forcément en consultation. Aussi parce que quand vous êtes médecin d'équipe, vous êtes aussi médecin du travail quelque part, c'est-à-dire que vous faites la sélection. Et l'entraîneur, il attend d'avoir votre avis, est-ce qu'on le fait signer celui-là ou est-ce qu'on lui fait un contrat en CDD court, quoi. La faible incidence pelvienne, ça vous le saurez uniquement si vous faites de la radiographie. Cleft sign evidence symphysaire en IRM, c'est intéressant, mais vous voyez que le niveau de preuve est modéré. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que vous allez faire à l'examen clinique et à l'examen de dépistage lors de la visite médicale. Et puis le volume d'entraînement, on entend beaucoup parler, mais il n'y a aucune démonstration réelle que le volume d'entraînement entraîne une pubalgie chez les sujets qui ne sont pas prédisposés. Et il y a un test qui est pas mal aussi, c'est le score FMS, le Functional Movement Screen, avec, vous voyez, 7 tests différents. On regarde vraiment la symétrie, la capacité de tenir sur un pied en équilibre dans différentes positions, une évaluation du gainage et la proprioception. Et là, pareil, là, pour le coup, il y a des normes et qui vous permettent de dépister à l'avance les sujets qui vont bien évoluer ou peut-être pas bien évoluer et leur faire des exercices de préparation physique spécifiques. C'est un peu ce genre de choses-là que font mes kinés, là. Et depuis qu'ils font ça, plus de pubalgie. Sauf parfois traumatique. Hein. Une chute sur la glace, notamment le gardien de but, qui écarte un peu fort, qui s'arrache tout. Mais en dehors de ça, des pubalgies chroniques, douloureuses chroniques, on n'en voit plus. Et donc la suite, c'est quand ils sont quand même blessés et que ça traîne et qu'il faut les renvoyer sur le terrain, c'est au CERS de Boulouris que tout se passe.